Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ 200 000 abonnés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 200 000 abonnés, on était à 30 000 abonnés à peu près au début de cette année. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe sur cette chaîne, mais en tout cas ça va beaucoup trop vite pour moi. Et malheureusement je ne peux rien vous dire d'autre que les banalités d'usage, c'est-à-dire merci. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Cette année a été incroyablement riche, incroyablement intense. Je peux même vous dire qu'à titre personnel, ça a été l'année la plus intense de toute ma vie. Et je pèse mes mots. Je ne sais pas ce que nous réserve l'année prochaine, mais une chose est sûre, cette année fut incroyable. Et j'ai bien envie de continuer sur cette lancée, de continuer avec vous, qui êtes de plus en plus nombreux à me soutenir. Et d'ailleurs, avant de commencer à répondre à vos questions, j'ai quelques annonces à vous faire. La première annonce, vous êtes déjà nombreux à le savoir, c'est que désormais, mes vidéos sont disponibles en podcast. Vous avez été très nombreux à me faire cette demande, à me demander à ce que mes vidéos soient disponibles en podcast, puisque pour la plupart, vous écoutez mes vidéos davantage que vous ne les regardez. Et donc, grâce à l'aide d'un abonné, d'ailleurs je le salue, merci à toi David, eh bien, on a mis en place ce transfert de toutes les vidéos de YouTube vers les plateformes de podcast. Donc vous pouvez m'écouter, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Deezer, que ce soit sur Apple Podcast. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander de bien vouloir laisser une note, de laisser un avis, de laisser un commentaire sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez, parce que c'est ça qui va participer au référencement. Et évidemment, plus mes audios, plus mes émissions apparaîtront dans les recommandations, et plus elles seront susceptibles de toucher un large public. Donc ça, c'était pour la première annonce. Et maintenant, la deuxième annonce, qui est la plus importante et qui, à mon avis, va faire s'en réjouir quelques-uns, c'est que, après analyse de l'évolution de la chaîne cette année, si la tendance se maintient sur la fin de l'année, je parle ici en année académique, non pas en année civile, c'est-à-dire que si la tendance se prolonge jusqu'à cet été, eh bien à partir de l'année prochaine, je vous annonce que je serai en mesure de vivre de la chaîne YouTube. C'est-à-dire que je pourrai me consacrer à plein temps à la réalisation des vidéos. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, j'ai un autre métier à côté de YouTube. Je suis professeur particulier, je donne des cours de philosophie, et je ne prends pas la décision d'arrêter les cours particuliers à la légère. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, et qui doit être basé sur du solide. Et étant donné que vous êtes de plus en plus nombreux à m'apporter votre soutien, que ce soit par Tipeee ou que ce soit par le système des souscriptions, c'est-à-dire des abonnements premium, eh bien votre soutien fait que je suis maintenant en mesure financièrement de me consacrer exclusivement à la réalisation de mes vidéos. Alors évidemment, je ne vais pas arrêter d'exercer mon métier dès cette année, je vais évidemment attendre la fin de l'année, je ne vais pas lâcher mes élèves en cours de route, surtout dans un contexte qui n'est pas facile pour eux en ce moment, mais si avant l'été, je me rends compte qu'il est possible pour moi d'arrêter, en tout cas temporairement, mon métier de professeur particulier pour me consacrer entièrement à YouTube, eh bien je le ferai. Je le ferai, ce qui veut dire que à partir de septembre, vous aurez toujours votre vidéo hebdomadaire, mais vous en aurez peut-être une deuxième, vous aurez peut-être des vidéos plus travaillées, peut-être même plus longues. Donc c'est mathématique, évidemment, plus vous êtes nombreux à me soutenir, plus je peux libérer du temps. Et à partir du moment où je n'ai plus besoin de travailler à côté de YouTube, je peux me consacrer à plein temps à cette activité. Et je vous cache pas que ce serait pour moi quelque chose d'assez extraordinaire. C'est très important de le dire, si je peux aujourd'hui envisager de me consacrer à plein temps aux vidéos, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien. Donc merci aux tipeurs, merci aux souscripteurs, merci à tous les donateurs ponctuels, merci à vous tous qui avez rendu cette évolution possible, et croyez-moi que je n'oublierai pas. Voilà, les annonces sont faites, on va maintenant pouvoir passer au vif du sujet, les réponses à vos questions, on y va, c'est parti. Première question, as-tu une formation ou des diplômes en philosophie ? Oui, j'ai un master en philosophie et j'ai fait mon mémoire de master en philosophie morale et politique sur le sujet du libéralisme contemporain. Peux-tu nous parler de l'avenir de la chaîne et si de nouveaux projets verront le jour ? Bon, j'ai déjà répondu en grande partie à cette question en préambule. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je vais continuer les podcasts philosophiques sur les auteurs et il est possible qu'à l'avenir, je traite une semaine sur deux, non pas d'un auteur, mais d'un sujet général sur lequel je vais vous proposer mon analyse personnelle, parce que vous êtes très nombreux à me dire « Mais Charles, quand tu nous parles d'un sujet, quand tu nous parles d'un concept, toi, qu'est-ce que tu en penses ?»
Et pour moi, cette question, jusqu'à présent, elle n'avait pas vraiment lieu d'être, parce que mon travail, ma mission, ce n'est pas de vous dire ce que je pense, parce qu'à la limite, mon opinion, on s'en fout. Mon travail, c'est de vous transmettre des connaissances, de vous transmettre de la matière à réflexion, de la matière à penser, penser et eux, parce que je ne veux surtout pas être dans le rôle de celui qui va vous dire ce que vous devez penser ou comment vous devez penser. Ça, c'est pas mon travail et je veux absolument éviter ce travers que j'observe chez de nombreuses personnes dès lors qu'elles ont un petit peu de notoriété. Et pour ma part, il est hors de question que je m'érige en une sorte d'autorité qui va faire sa profession de foi. C'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout la direction que je veux donner à cette chaîne, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des outils qui vont vous rendre autonome dans la pensée, autonome dans la réflexion. Je ne veux surtout pas que vous vous affiliez à ma propre pensée, et je ne veux surtout pas que vous voyez en moi une sorte de mentor, ou une sorte de gourou, ou de maître à penser, que vous allez suivre aveuglément. Ça, c'est exactement le contraire de ce que j'essaye de promouvoir sur ma chaîne. Ce que je promeus sur ma chaîne, c'est l'autonomie intellectuelle, c'est l'indépendance d'esprit, et à ce titre, il est hors de question que ce soit moi qui vous dise ce que vous devez penser. En revanche, cela n'exclut pas que je puisse faire de temps à autre des vidéos où je vais vous livrer une réflexion personnelle, mais cette réflexion personnelle, elle sera évidemment nourrie de mes influences philosophiques, elle sera nourrie de tous les auteurs dont je vous aurai parlé sur la chaîne, mais avant d'en arriver là, c'est-à-dire avant de vous livrer une analyse personnelle sur tel ou tel sujet, eh bien je tiens à ce que vous ayez et que vous maîtrisiez les outils philosophiques que j'utilise dans ma propre réflexion. C'est-à-dire que arriver et vous balancer ce que je pense, vous dire ce que je crois bien, ce que je crois mal, ce que je crois vrai, ce que je crois faux, ça n'a aucun sens si vous n'avez pas les outils pour évaluer, pour examiner, pour soumettre au jugement critique tout ce que je pourrais vous dire. Et je vous cache pas que parfois, je prends un malin plaisir à aller à l'encontre de ce que certains d'entre vous attendent de moi en termes d'argumentation, en termes de discours, parce que je ne veux absolument pas que vous puissiez reconnaître en moi quelqu'un que vous allez suivre de manière aveugle, c'est-à-dire sans faire fonctionner votre esprit critique. Donc tant mieux si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant mieux si parfois vous êtes déçu par ce que je dis, si parfois vous avez l'impression que je suis à côté de la plaque, tant mieux. Parce que plus vous serez déçu et plus vous serez en désaccord avec moi, et moins vous risquerez de me considérer comme une sorte de penseur à suivre ou de référence intellectuelle. Non, c'est à vous d'être votre propre référence, c'est à vous d'être votre propre modèle. Et tout ce que je peux vous dire, c'est n'allez pas chercher dans d'autres individus ce que vous devez être ou ce que vous devez penser. Écoutez tout le monde, mais ne croyez personne. Écoutez tout le monde, mais faites d'abord confiance à vous-même. Et enfin, au niveau des projets qui verront le jour sur la chaîne, je vous avais annoncé, et je ne l'ai pas oublié, un nouveau format d'épisode qui verra le jour peut-être, j'espère, avant l'été. C'est le format des portraits philo, c'est-à-dire que je vais choisir un personnage ou une icône de la culture populaire ou historique. Donc ce seront des vidéos semi-ludiques, c'est-à-dire des vidéos un petit peu amusantes, qui n'auront pas le côté sérieux ou académique de certaines de mes analyses, et puis ce sera également pour vous l'occasion de réviser vos classiques en tentant de découvrir quelle philosophie se cache derrière tel ou tel personnage. Question suivante. Que penses-tu du principe des vidéos sponsorisées, les OP partenariats? Alors, personnellement, je n'ai rien contre les partenariats ou les opérations sponsorisées, tout simplement parce que je considère que chaque vidéaste gère sa chaîne comme il l'entend. Alors, il se trouve qu'à titre personnel, j'ai été contacté par des célèbres marques qui ont l'habitude de sponsoriser des youtubeurs, une certaine marque de jeux vidéo, une certaine marque de VPN que vous connaissez. J'ai refusé ces deux offres, tout simplement parce que, bien, déjà, les produits en question ne sont pas des produits que j'utilise à titre personnel, donc je me sentirais totalement illégitime et mal placé pour les défendre, et aussi parce que ces marques n'ont pas grand-chose à voir avec l'esprit de ma chaîne. Donc je n'exclus pas catégoriquement d'accepter un jour des opérations sponsorisées, mais il faudra tout simplement que la marque ou que le produit s'intègre de manière logique et cohérente dans le contenu que je propose. Question suivante. Comment as-tu été amené à te cultiver autant sur ces sujets? Études, lecture personnelle. Question d'Adrien. Bien écoute, mon cher Adrien, je te répondrai un petit peu des deux. C'est-à-dire que j'ai construit l'essentiel de ma culture philosophique et même littéraire pendant mes années d'études, c'est-à-dire entre 2004 et 2011, puisque j'ai fait un master, j'ai fait une première année de doctorat, j'ai volontairement redoublé une année de maîtrise et une année de master, parce que justement je voulais prendre du temps
pour me cultiver, pour assister à d'autres cours, des cours de sociologie, des cours de psychologie. Donc c'est essentiellement pendant ces 7 années que j'ai bâti ma culture philosophique et littéraire. Et par ailleurs, j'ai aussi eu des lectures personnelles, alors principalement des romans ou aussi des essais, et on va dire que tout ça mélangé, ma culture universitaire avec ma culture personnelle, a fait qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de matière qui me permet de pouvoir parler en improvisant sur tel ou tel auteur ou sur tel ou tel concept. En revanche, puisque tu me donnes l'occasion de répondre à cette question, je tiens à signaler quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été compris par certains d'entre vous, qui est que, en réalité, et toute proportion gardée, je n'ai pas une culture littéraire ou même philosophique extrêmement étendue. Le principal atout de mes vidéos, de ce que je propose sur YouTube, ce ne sont pas tant les connaissances, ce n'est pas tant la culture, c'est plutôt la manière dont j'initie une réflexion et la manière dont j'essaye de vous intégrer au processus de la réflexion. Ma principale compétence, ce ne sont pas mes connaissances. Ma principale compétence, c'est d'être capable de transmettre des éléments de réflexion, de transmettre des logiques de pensée, et de le faire dans des termes qui soient accessibles et compréhensibles par le plus grand nombre. Et ça, évidemment, c'est lié à mon métier. Alors, est-ce que je suis pédagogue parce que je suis professeur, ou est-ce que je suis devenu professeur parce que j'aime la pédagogie? C'est un peu comme le problème de l'œuf ou de la poule. Mais en réalité, je ne suis pas ce qu'on appelle un érudit. Le fait est que j'ai une assez bonne mémoire qui fait que quand quelque chose va m'intéresser, je vais m'en souvenir, mais je vais surtout me l'approprier intellectuellement, et c'est ce qui va faire ensuite que je vais être capable d'exposer une pensée, de restituer un raisonnement en improvisant. Donc je sais que quand on fait référence à des philosophes ou quand on donne des citations, ça donne tout de suite l'impression qu'on est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Mais en fait, pas du tout. Pour ma part, je ne m'estime pas être quelqu'un de particulièrement cultivé, tout simplement parce que j'ai conscience qu'il y a des tas de domaines de la culture sur lesquels je n'ai aucune connaissance, sur lesquels j'ai même de grandes lacunes, et donc ça m'arrivera très souvent de discuter avec quelqu'un que je vais écouter pendant 1 heure, parce qu'il va me parler d'un sujet sur lequel je n'ai aucune connaissance. Donc évidemment, il y a une déformation de la perception qui est liée au fait que, dans mes vidéos, je vous parle de choses que je connais, je vous parle de choses que j'ai étudiées ou sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi. Donc ça donne cette impression de maîtrise, ça donne cette impression de culture et de connaissance, mais qui se limite au domaine de la philosophie, des lettres et à une partie de la culture générale. Question suivante. Bonjour, quelle est ta méthode pour construire le contenu de tes vidéos? Alors, ça j'en ai parlé sur mon compte Instagram, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire de vous abonner en masse à mon compte Instagram, parce que c'est sur ce réseau social-là que je publie le plus souvent des nouvelles, que j'annonce le thème des prochaines vidéos. Et donc j'ai décrit dans l'une de mes stories le processus de réalisation de mes vidéos. Donc j'explique que d'abord, bien tout commence avec une idée, c'est-à-dire que alors que je suis en train de faire complètement autre chose, alors que je suis en train de conduire, alors que je suis en train de manger ou de me brosser les dents, une idée me vient. Et à partir de là, s'enclenche le processus de préparation. Au niveau de la préparation, c'est très simple. Je prends une feuille, je prends un stylo, je note mes idées principales et j'essaye de faire quelque chose d'assez global, d'assez général. C'est-à-dire que je ne commence pas à rédiger ce que je vais dire en vidéo. Mes vidéos ne sont pas scriptées, elles ne sont pas écrites, elles sont préparées dans la mesure où j'ai la liste des idées principales que je souhaite aborder. Une fois que j'ai terminé cette préparation, à ce moment-là, j'enregistre en improvisant, et j'enregistre pendant une durée qui peut aller d'1 à 2 heures, et c'est ensuite au montage, lorsque je fais le montage de ma séquence audio, que je vais couper, que je vais supprimer les aspects superficiels, tout ce qui va peut-être alourdir la compréhension, tout ce qui risque en réalité de vous faire perdre votre attention. Et donc je ne garde que la substantifique moelle, et je fais également très attention, comme vous l'aurez sans doute remarqué, au rythme de mon élocution, c'est-à-dire que je privilégie volontairement un rythme lent, tout simplement parce que la pensée est lente, et parce que faire des vidéos de philosophie trop rapides, trop rythmées, trop dynamiques, pour moi ça va à l'encontre même de l'esprit philosophique, qui est la patience du concept, la patience de la pensée. Pour moi c'est ça en fait qui fait la particularité de la pensée profonde, et c'est ça que j'essaye de restituer dans mes vidéos. Question suivante. Quelle est la question philosophique qui te fascine le plus? Alors ça c'est une question très difficile. Pour y répondre, je vais déjà faire un petit historique, à savoir que au départ, ce qui m'intéressait dans la philosophie, c'était davantage la philosophie morale, puis la philosophie politique. Parce que pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, je vous avouerai qu'au début, la métaphysique,
ça m'emmerdait profondément. Ça m'ennuyait, je ne voyais pas l'intérêt, parce que pour moi, c'était trop abstrait pour avoir un sens. Et donc, je m'intéressais davantage aux applications pratiques de la philosophie, c'est-à-dire principalement la morale et la politique. Avec le temps, mon point de vue a bien entendu évolué, et je pense que certains d'entre vous ont remarqué que j'ai un goût particulier, une inclination particulière pour la métaphysique, mais ça c'est venu avec le temps. À force d'expérimenter, à force de s'intéresser au concret, on a envie de prendre du recul sur les choses. On a envie, pour le dire comme ça, de prendre de la hauteur. Et la métaphysique, ça consiste à prendre de la hauteur, justement, et à essayer de comprendre le monde dans ses structures. Et moi, je dirais que c'est ça qui m'intéresse particulièrement en philosophie, c'est la question des structures. C'est-à-dire que la métaphysique n'est pas liée aux contingences temporelles. La métaphysique n'est pas liée aux circonstances du moment, à l'actualité. Et moi, quand on vient me demander mon avis sur l'actualité, j'ai envie de fermer ma porte, parce que ça m'intéresse pas. Parce que l'actualité, c'est ce qui ne sera plus valable demain, c'est ce qui ne sera plus valable dans une semaine. Donc j'estime que c'est une perte de temps. Donc pour répondre à ta question, je dirais que la question philosophique qui me fascine le plus, c'est la question du sens, et la question de la capacité de la conscience humaine à comprendre le réel. Ça peut paraître idiot, mais pour pouvoir étudier le monde, et pour pouvoir le comprendre, il faut déjà un prérequis. Il faut que le monde soit compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut que le réel se comporte de manière rationnelle. Parce que si le réel n'était pas rationnel, il ne serait pas compréhensible. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine, le fait que le réel soit intelligible, qu'il se comporte de manière rationnelle, et que nous autres, êtres humains, nous soyons dotés de cette fonction rationnelle qui nous permet de comprendre et de décoder le monde. C'est Galilée qui disait que le livre de la nature était écrit en langage mathématique. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne, c'est-à-dire la structure de l'univers, la structure intelligible de l'univers, et le fait que l'univers soit préhensible pour la conscience. Parce que quand on y réfléchit, c'est tout sauf une évidence. Le fait que nous soyons dotés de cette antenne, qu'on appelle la raison, que les Grecs appelaient le logos, et qui nous rend capables d'être en connexion avec le monde, qui nous rend capables de comprendre ses mécanismes et de comprendre sa structure. Ça, c'est quelque chose qui me fascine absolument. Par exemple, le fait que l'on puisse modéliser des trajectoires astronomiques avec des équations mathématiques, ça me pousse à m'interroger. Quel est le statut des mathématiques par rapport à la réalité? Est-ce que la réalité est de nature mathématique, ou est-ce que c'est nous qui avons inventé les mathématiques pour décrire le comportement du réel? Mais dans ce cas-là, comment se fait-il que les mathématiques soient aussi infaillibles, soient aussi efficaces dans la restitution du comportement du réel? Ça, pour moi, c'est quelque chose de fascinant, et je ne vous cache pas que c'est une question que je vais continuer à creuser, et notamment dans une vidéo qui va arriver très prochainement. Question suivante. À partir de quel moment pouvons-nous être désignés par le terme philosophe? Bien, il te suffit de prendre à ton compte la définition de Pythagore. Pythagore disait, le philosophe, c'est l'ami de la sagesse, à ne pas confondre avec le sage. Le philosophe n'est pas le sage, le philosophe c'est celui qui aspire à le devenir. Donc à partir du moment où tu es dans une démarche de compréhension du monde et d'adaptation de ton comportement à la nature du réel, tu es déjà dans une démarche philosophique. Être philosophe, ce n'est pas avoir une culture philosophique. Être philosophe, ce n'est pas connaître les citations des philosophes. Être philosophe, c'est pouvoir proposer une vision du monde, pouvoir proposer une lecture de la réalité et mettre tes actes en adéquation avec cette vision du monde. Donc c'est pour ça que je dis que nous sommes tous potentiellement philosophes, et si à titre personnel je récuse ce titre, parce que philosophe est aussi utilisé comme un titre, j'assume complètement d'être philosophe au sens où je m'inscris dans une démarche de compréhension du monde. Face à la dictature de l'émotion dont nos sociétés souffrent, faut-il faire appel à plus de philosophie? Alors ça c'est une question très intéressante, la dictature de l'émotion. Une dictature de l'émotion dont je préciserai qu'elle est alimentée en grande partie par la logique médiatique, c'est-à-dire par la logique de la réaction. Vous êtes tous des utilisateurs des réseaux sociaux, pour la plupart, et vous savez que ce qui est recherché sur les réseaux sociaux, c'est la réaction. La réaction, qu'est-ce que c'est? C'est le règne de l'instantané, c'est le règne de l'éphémère, c'est le règne du passager. Et la réaction, par définition, c'est l'absence de recul, c'est l'absence de distance, c'est l'absence de raisonnement. Et donc, quand on sollicite l'émotion de l'utilisateur ou du téléspectateur,
Eh bien, en réalité, on neutralise sa capacité de recul critique. Le règne de l'émotion, c'est ce qui permet d'abolir l'examen critique, c'est ce qui permet d'abolir le discernement, et c'est ce qui permet d'influencer les consciences dans le sens de l'idéologie. Et cette dictature de l'émotion, elle s'inscrit totalement dans cette logique de manipulation des consciences, c'est-à-dire que pour faire réagir quelqu'un, pour le faire passer à l'action, ou pour lui faire prendre parti pour une cause, il sera toujours plus efficace d'appuyer sur une zone émotionnellement sensible que de le faire réfléchir. Parce que la réflexion suppose un effort, parce que la réflexion suppose de la patience, et que l'homme moderne est particulièrement réfractaire à l'effort, il est réfractaire à la patience, il veut que les choses arrivent immédiatement, et surtout, le moderne est persuadé que son ressenti vaut comme une vérité. Et je trouve ça effectivement très dangereux parce que derrière la manipulation des émotions, il y a la manipulation des consciences, il y a la manipulation des opinions, et donc il y a l'asservissement intellectuel qui conduit à une véritable dictature consentie. C'est-à-dire que le propre des dictatures émotionnelles, c'est qu'elles n'ont pas besoin de passer par la contrainte et par l'autorité pour obtenir l'asservissement. L'asservissement est consenti parce qu'on cède à ses émotions comme on cède à ses pulsions, c'est-à-dire de manière spontanée, par un phénomène intérieur. Et le moderne a souvent l'impression que tant qu'il n'est pas contraint de l'extérieur, ça veut dire qu'il est libre. Il ne conçoit pas que l'asservissement puisse être un phénomène intérieur, quelque chose qui va être librement consenti parce que c'est justement le résultat d'un phénomène spontané. Mais je veux dire, si vous agitez un morceau de viande devant un chien pour l'attirer à vous, le chien va se sentir parfaitement libre d'aller vers le morceau de viande. Et donc ça, évidemment, ça nécessite de redéfinir ce qu'on appelle la liberté, de bien distinguer conceptuellement la liberté du choix. Ça implique d'interroger la notion de consentement, de mettre en relation le consentement avec l'aliénation, c'est-à-dire le fait que l'on puisse consentir à quelque chose justement parce que l'on a été manipulé et conditionné à y consentir. Et ça, c'est un vaste chantier pour lequel, il me semble, il est utile de recourir à plus de philosophie. Question suivante. Es-tu matinal? Alors, je te répondrai que je ne suis pas matinal naturellement, mais que j'ai appris à le devenir. Il se trouve que j'ai occupé pendant mes études un emploi qui faisait que je devais me lever à 2 heures du matin. Donc à ce moment-là, de fait, j'étais matinal, mais je ne l'étais pas par plaisir, je l'étais par contrainte. Et aujourd'hui, je le suis redevenu, là, depuis le début de cette année. Et je dois dire que je n'ai qu'à m'en féliciter. Schopenhauer disait que le matin, c'était la jeunesse du jour, et il se vrai que l'énergie matinale est une énergie particulière, à la fois apaisante et en même temps stimulante, et j'ai l'impression d'être beaucoup plus productif lorsque je me lève tôt, donc c'est une habitude que j'ai prise et que je vais essayer de conserver au maximum. Question suivante. Quel conseil, encouragement, réflexion a changé votre vie? Alors, ça c'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre. Quand on est enfant, on entend souvent les grandes phrases des adultes qui vous invitent à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'eux. Ils vous diront par exemple de tout faire pour avoir un métier qui vous plaît. Ils vous diront de faire ce qui vous rend heureux, sans vous soucier du jugement des autres et du qu'en dira-t-on. Et le fait qu'on grandisse avec ces maximes, avec ces phrases qui ont tendance, avec l'âge, à être perçues comme des poncifs, voire comme des phrases creuses, comme des phrases vides de sens, en vieillissant, ces phrases ont tendance à ressurgir, elles ont tendance à refaire surface et à prendre tout leur sens. C'est un petit peu ça le drame lorsque l'on donne des conseils ou lorsque l'on cherche à transmettre un enseignement à quelqu'un qui n'a pas encore terminé son parcours, à quelqu'un qui est encore en train d'évoluer et en train d'apprendre. C'est que le conseil qu'on va lui donner ne prendra sens pour lui que lorsqu'il aura déjà parcouru le chemin. Autrement dit, lorsque vous donnez un conseil à quelqu'un, il est fort probable que ce conseil ne résonne dans sa conscience qu'une fois qu'il l'aura compris par lui-même. C'est comme si on était fondamentalement impuissant à transmettre les enseignements que la vie nous a donnés. Parce qu'en réalité, le meilleur enseignement, c'est celui qu'on va déduire de notre propre expérience. Alors oui, parfois, entendre un conseil ou entendre une petite phrase qui a valeur d'enseignement, ça va être utile, mais ça n'aura d'utilité que quand on sera soi-même parvenu à la même conclusion. Et à ce moment-là, cette phrase va nous revenir en mémoire et elle va nous faire esquisser un petit sourire
en disant « Tiens, en fait, c'était vrai ». Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'idée de transmettre des enseignements, c'est le fait que j'ai parfaitement conscience que cet enseignement n'aura aucune portée tant qu'il ne sera pas le produit de l'expérience de celui à qui je le donne. Question suivante. Si tu avais le pouvoir, que conseillerais-tu au Charles de 20 ans? Alors là, on est justement pile dans le prolongement de la question précédente. Eh bien, je ne lui conseillerais absolument rien au Charles de 20 ans, parce que le Charles de 20 ans est une tête d'enclume qui n'écoute rien ni personne à part lui-même. Donc je pourrais lui dire n'importe quoi, il ne m'écouterait pas, il n'en ferait qu'à sa tête et il aurait parfaitement raison. Question suivante. Blonde ou brune? Brune. Sauf pour la bière. Salut Charles, que penses-tu du complotisme lié à l'explosion des réseaux sociaux? Puisqu'il est désormais de bon ton de donner son avis sur tout, la vérité est-elle devenue une opinion comme une autre? Alors, j'aurais plusieurs choses à dire. D'abord, que je ne suis pas d'accord pour dire que le complotisme serait lié à l'explosion des réseaux sociaux. Ce qui est lié à l'explosion des réseaux sociaux, ce n'est pas le complotisme, c'est la visibilité du complotisme. Et le complotisme, selon moi, il est d'abord le produit de la perte totale de confiance du peuple dans les gouvernants. C'est-à-dire qu'on ne devient pas complotiste du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, parce que l'envie nous en prend. Et puis d'ailleurs, le mot même de complotisme, c'est un mot absolument fourre-tout, dans lequel on peut trouver absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en 2003, si vous n'aviez pas confiance dans le gouvernement américain, et dans Colin Powell, qui a littéralement fabriqué une preuve chimique de la possession par Saddam Hussein d'armes de destruction massive, qui a ensuite justifié une intervention militaire américaine en Irak, si vous n'aviez pas confiance dans cette prétendue preuve, vous étiez complotiste. Et quand finalement Colin Powell a révélé la vérité quelques années plus tard dans une émission télé, et que donc il a donné raison à ceux qui n'avaient pas eu confiance en lui, est-ce que c'était toujours du complotisme? Est-ce qu'on peut encore parler de complotisme quand les doutes que l'on émet à l'égard d'une version officielle se révèlent juste par la suite? Alors je sais très bien que certains me diront que avoir raison par intuition, c'est avoir raison pour de mauvaises raisons. Parce que ça, c'est un petit peu l'argument qu'on entend régulièrement pour discréditer toute démarche de mise en doute, toute démarche de méfiance à l'égard de l'information officielle. On va dire que, oui, d'accord, c'est vrai, ça s'est révélé juste par la suite, mais au moment des faits, on n'avait pas de preuves. Et donc, si on n'avait pas de preuves, on avait tort de le croire. Et finalement, cet argument, il est très pratique, parce que ça consiste à dire que toute mise en doute d'une version officielle, quelle qu'elle soit, est forcément du complotisme. Parce qu'au moment où on met une information en doute, on n'est pas en mesure de prouver que c'est une fausse information. Donc, par définition, toute mise en doute serait du complotisme. Et donc, si le simple fait de mettre en doute, c'est déjà du complotisme, ben, ça veut dire qu'il ne faut rien mettre en doute. Ça veut dire qu'il faut tout croire. Ça veut dire qu'il faut renoncer à tout examen, à toute recherche, à toute étude, à toute réflexion qui serait susceptible d'aller vers une remise en cause de la version officielle. Donc l'anticomplotisme primaire, qui consiste premièrement à mettre dans le même sac conceptuel la remise en cause, par exemple, des bonnes intentions du gouvernement américain lorsqu'il intervient militairement en Irak, et mettre ça sur le même plan avec la croyance selon laquelle Emmanuel Macron et la reine d'Angleterre seraient des reptiliens, je suis désolé, mais c'est cette confusion-là qui est ridicule. Le fait d'homogénéiser, de mettre sous la même étiquette des démarches intellectuelles, des logiques d'analyse, des systèmes de croyances qui sont aussi éloignés que les deux que je vous ai donnés en exemple, c'est ça qui est une manipulation. Donc moi je refuse d'accorder la moindre valeur à ce pseudo-concept de complotisme qui n'est rien d'autre qu'une arme rhétorique pour disqualifier l'adversaire, pour ne pas avoir à lui répondre sur le fond lorsque ses arguments sont pertinents. Parce qu'évidemment qu'il y aura toujours des complotistes caricaturaux qui vont défendre des thèses complètement farfelues, complètement grotesques, et qu'il est bien pratique d'ailleurs de pouvoir les désigner du doigt pour dire que voilà ce qu'est le complotisme, et qu'à partir du moment où vous remettez une version officielle en cause, vous vous assimilez à ces personnes-là, vous vous assimilez à cette manière de penser, à cette conception du monde qu'on appelle le complotisme. Je suis pour la finesse du langage, je suis pour la nuance et pour la précision, et donc je refuse de me plier à des catégories qui pour moi sont des catégories complètement manipulatoires. Question suivante. Comment as-tu réussi à arrêter de fumer? En le décidant. Tu pousses combien au développé couché?
Alors, au niveau de ma charge de travail, je suis à 90 kg, et au niveau de ma répétition maximale, je suis à 120 kg, ce qui, on va pas se le cacher, est une performance assez médiocre, mais compte tenu de mes 80 kg de poids de corps et de mes bientôt 35 ans, reste pour moi une performance tout à fait respectable. Traditionnaliste ou révolutionnaire? Alors, Patrick, tu commets, si je puis me permettre, ce qu'on appelle un faux dilemme, puisque ces deux qualificatifs ne s'opposent pas, dans une société moderniste, dans une société dont le maître mot est le progrès. La tradition est révolutionnaire. Et là, je te renvoie, si tu n'as pas encore eu l'occasion de le lire, au livre de Jean-Claude Michéa, qui explique parfaitement en quoi cette opposition entre tradition et révolution est une opposition qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Pour des raisons dialectiques, être traditionnel aujourd'hui, c'est être révolutionnaire, puisque c'est précisément aller à l'encontre de ce culte du progrès, de ce culte du modernisme, qui est pour ainsi dire le dogme des temps présents. Question suivante. La pulsion sexuelle, est-ce que tu es d'accord avec la théorie de Freud? Alors, je suis d'accord avec Freud pour dire que toute énergie trouve son origine dans la pulsion sexuelle. Je suis d'accord avec l'analyse que fait Freud de la sublimation, qui est ce processus de canalisation et de détournement de l'énergie sexuelle vers un acte de création. Maintenant, je ne partage pas les convictions et les certitudes de Freud sur la question de la sexualité infantile, et on va dire que pour moi, les travaux de Freud sont d'abord une source de compréhension de l'articulation entre les phénomènes du corps et les phénomènes de l'esprit. Moi, c'est ça qui m'intéresse chez Freud, c'est cette passerelle, c'est cette idée de complémentarité, d'interconnexion permanente entre le corps et l'esprit, que je trouve très intéressante, mais parce que je trouve que c'est une question intéressante depuis Spinoza, et même, si on va aller plus loin, depuis Platon, puisqu'en réalité c'est une question qui a été étudiée dès l'Antiquité, et qui m'intéresse particulièrement d'un point de vue philosophique. Donc je ne fais pas partie de ceux qui vont considérer la psychanalyse ni comme un dogme, comme une vérité révélée, mais je ne vais pas non plus la considérer comme étant purement et simplement une escroquerie. Je ne pense pas que dans la psychanalyse tout soit à jeter, je ne pense pas que tout soit baliverne, mais je pense que dans le corpus freudien, il y a énormément d'affirmations qui mériteraient pour le moins une remise en question critique. Question suivante. Penses-tu que l'homme soit de nature bon ou mauvais? Donc là, c'est une allusion directe, je pense, à ma vidéo sur Rousseau, ou bien sur Hobbes, ou peut-être les deux. Alors là-dessus, je penche plutôt du côté de Rousseau, c'est-à-dire que j'ai tendance à croire, et je parle bien de croyance, parce que je ne peux pas le vérifier, et ce n'est pas quelque chose qui relève d'une connaissance scientifique, j'ai tendance à penser que l'homme est naturellement innocent, c'est-à-dire que à l'état de nature, l'homme ne se pose pas la question du bien et du mal. Je pense qu'il vivait en conformité avec les lois naturelles, et que les lois naturelles, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Alors parfois, certes, les animaux peuvent être cruels entre eux, de même que je pense que les animaux sont aussi capables d'altruisme, ils sont capables de sacrifice, ce qui prouve bien que dans la nature, on trouve les deux polarités, on trouve à la fois ce qu'on appellerait, nous, le bien et le mal, et dire que c'est la société qui rend l'homme mauvais, c'est pas totalement absurde dans le fond, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de comportements pervers ou de comportements nocifs qui sont directement liés à des problématiques de vie en société. La problématique de la reconnaissance, la problématique du jugement, la problématique de la confiance en soi, eh bien ça peut prédisposer à des comportements nocifs, à des comportements toxiques pour les autres. Et donc de ce point de vue-là, il ne paraît pas absurde de dire que, dans une grande mesure, c'est la société qui nous rend mauvais, ou en tout cas que c'est l'influence de notre vécu dans la société qui a pu nous conduire à développer certaines dispositions au mal. Question suivante. Bonjour cher précepteur, une question pour votre FAQ, l'art est-il comparable à l'amour? Alors ça c'est une jolie question. Est-ce que l'art est comparable à l'amour? Je dirais que oui, dans la mesure où l'art, c'est la création d'un fragment d'absolu. Alors qu'est-ce que ça veut dire un fragment d'absolu? Ça veut dire que la contemplation artistique et l'expérience amoureuse se traduisent par les mêmes effets, c'est-à-dire le transport
hors de soi vers une sorte de transcendance. Je pense que c'est vraiment ça qui réunit l'art et l'amour. C'est une expérience de la transcendance, une expérience du contact métaphysique. C'est ça pour moi le point qui relie l'art et l'amour, cette expérience métaphysique qui nous met dans une situation où plus aucune question n'a de raison d'être. C'est cette expérience de l'évidence, cette expérience de l'instant, et Schopenhauer disait que être dans l'instant, c'était être plongé dans l'éternité. Et cette expérience de l'éternité, on la retrouve dans l'art, on la retrouve dans l'amour, et on la trouve également dans l'expérience religieuse, c'est-à-dire dans la révélation. Question suivante. Que fait un stoïcien lorsqu'il subit une injustice de la vie dont il n'est pas responsable? Bien, je dirais qu'un stoïcien, il essaye de comprendre, d'abord, l'injustice qui lui a été faite, et la comprenant, il l'accepte, ce qui ne va pas l'empêcher de se prémunir pour ne pas avoir à la subir à nouveau. Parce qu'en réalité, le stoïcien n'est pas dans une acceptation passive face aux événements du monde, il est dans une acceptation active, c'est-à-dire qu'il est dans une démarche de compréhension et dans une démarche d'adaptation et d'anticipation. Le pire contresens qu'on puisse commettre, ce serait de croire que le stoïcien est quelqu'un qui subit les événements, quelqu'un qui est passif face à ce qui lui arrive. Bien sûr que oui, le stoïcien peut agir, bien sûr que oui, le stoïcien doit agir, mais il ne doit pas agir en s'illusionnant sur son réel pouvoir d'influence. Le stoïcien intervient là où il peut intervenir, là où il sait qu'il a un pouvoir d'influence. Il ne va pas se bercer de chimères, il ne va pas se bercer d'idéaux utopiques, il va prendre en compte la nature de la réalité et agir sur elle en fonction de son pouvoir. Question suivante. Un contrat en anglaise, Nietzsche contre Yann Barthès. Qui gagne? À mon avis, Nietzsche gagne par abandon avant même que la cloche ait sonné. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose? Ah, alors là, voilà une excellente question pour le coup. La question que j'aimerais qu'on me pose, ce serait de savoir si, dans mes anciennes vidéos, il y a des choses que je dirais autrement, des choses que je corrigerais, ou des choses que je regrette. Parce que, il est clair que quand on sort des vidéos à intervalles réguliers pendant un certain temps, on fait un retour critique sur ce qu'on a produit, et pour ma part, j'ai tendance à être extrêmement exigeant envers mon travail, envers la qualité de ce que je propose au public, et donc il m'arrive très régulièrement, lorsque je regarde une ancienne vidéo, de la trouver totalement nulle, et de me dire que si je devais la refaire aujourd'hui, elle serait beaucoup mieux. Ça, je pense que c'est totalement normal quand on est dans une dynamique d'évolution, dans une dynamique d'amélioration, de progrès. Je pense que c'est tout à fait normal d'être dur envers soi-même, d'être dur envers ce qu'on a fait par le passé, à moins d'être dans une sorte d'autosatisfaction replète de soi-même et de considérer que tout ce qu'on fait est forcément génial et merveilleux. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Je suis extrêmement sévère envers ce que je propose, d'autant que j'ai le sens du détail, donc dès que quelque chose ne va pas, je m'en rends compte, et généralement, c'est une sensation assez désagréable. Je sais que dans certaines vidéos, j'ai commis des erreurs. J'ai commis des erreurs factuelles. Parfois, par exemple, je me suis trompé de nom, je me suis trompé de date. J'ai fait des petites erreurs comme ça qui sont des erreurs presque scolaires, j'allais dire, parce qu'elles ne remettaient pas en cause le schéma général d'exposition, mais ce sont des petites erreurs qui criblent en quelque sorte ma production, et ces erreurs-là, je les assume. Je les assume parce que je considère que la perfection n'est pas de ce monde, je considère que ce n'est pas le mieux qui est l'ennemi du bien, mais le bien qui est l'ennemi du mieux, autrement dit, qu'à avoir un idéal inatteignable, on finit par ne rien faire. Et il y a quelque chose que je combats fondamentalement, et c'est en partie le sens de mon activité sur YouTube. Ce que je combats, c'est la passivité, l'immobilisme, l'inactivité, qui très souvent va prendre le costume de l'idéalisme, c'est-à-dire de la recherche de la perfection, une perfection que l'on sait être inatteignable et qui donc va totalement nous démobiliser. Moi, je considère que
la vie, c'est un brouillon qu'on ne recopiera jamais au propre. Donc, sur un brouillon, on fait des erreurs. Et sur un brouillon, il y a des ratures. Et sur un brouillon, on trouve les traces de nos va-et-vient, de nos allers et retours, de nos hésitations et de nos doutes. Et je pense que c'est aussi ça qui rend la vie intéressante. Le fait qu'elle ne soit jamais une version au propre, le fait que ce soit la longue répétition d'une pièce qui n'aura jamais lieu. Le fait que je dise que j'aurais aimé qu'on me pose cette question, c'est pour insister sur le fait que nous commettons tous des erreurs et que c'est normal et qu'il ne faut pas en avoir honte, qu'il faut l'assumer, parce qu'à partir du moment où vous êtes sincère dans votre démarche, à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, avec votre conviction, avec la certitude de faire ce qui est juste, faites-le. Faites-le dès lors que vous êtes dans une démarche bienveillante. Faites-le dès lors que vous êtes dans une démarche constructive, que vous n'êtes pas animé par le ressentiment, la frustration, la colère. Faites ce qui vous semble bon et quand vous avez le temps, retournez-vous sur ce que vous avez fait et tenez compte de vos erreurs pour vous améliorer. On ne peut pas à la fois agir et faire le bilan de nos actions. On doit d'abord agir, ensuite faire le bilan de nos actions et le bilan de nos actions va être une source d'enseignement pour nos actions futures, va être un fortifiant, va être le terreau sur lequel on va pouvoir faire pousser des choses nouvelles. Et si vous considérez qu'il ne faut pas agir tant que l'on n'est pas sûr de faire quelque chose de parfait, je vous le dis tout de suite, vous n'agirez jamais, vous ne ferez jamais ce que vous avez envie de faire, et ça, vous le regretterez. Le regret est la pire chose que puisse connaître un être humain, parce que c'est un acide qui le ronge de l'intérieur et qu'il ne peut jamais expulser, tout simplement parce qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur ces petites phrases toutes faites qu'on entend depuis l'enfance, sur ces enseignements que l'on n'entend que lorsque l'on est prêt à les entendre. Si je devais vous donner un seul conseil aujourd'hui, et je vais me permettre de le faire, c'est vivez de telle sorte que vous n'ayez jamais à regretter.